Les Racines du Futur, une émission pour écouter les Bauges. Spéléologie. Ce n'est pas forcément le premier mot qui vient à l'esprit quand on parle des Bauges. Mais pourtant, le massif est réputé pour son incroyable réseau souterrain. Pour en savoir un peu plus sur ce monde de l'obscurité, Mathieu Thomas, spéléologue à Karsttroise, est venu à Radio Alto parler de son activité. Je suis avec Mathieu Thomas, qui est spéléologue et qui a sa boîte Karsttroise. Alors Mathieu, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que tu fais dans ta structure ? Ma structure, elle propose des sorties spéléo. Les sorties spéléo, c'est aller rencontrer de beaux paysages, mais pas comme on a l'habitude de les voir, pas en extérieur, mais plutôt sous terre, dans les grottes et gouffres du massif des Bauges. Et alors, ça s'adresse à des personnes qui sont vraiment expérimentées. Qui est-ce que tu as comme public ? Eh bien, le mot peut faire peur, mais j'ai tout type de public. C'est-à-dire que les personnes les plus jeunes que j'ai pu encadrer et qui adorent cette activité, c'est des enfants de 3 ans minimum jusqu'à l'adolescence. Et par la suite, soit des sorties découvertes pour adultes, soit des sorties un petit peu plus expérimentées avec des techniques de corde pour aller un peu plus profond et voir d'autres choses. Donc ça veut dire que là, ton accompagnement en tant que spéléologue, ça peut s'adresser à tout public. Il n'est pas nécessaire d'avoir une pratique de la spéléologie pour venir pratiquer ça. Exactement, tout public, qu'il soit familial ou sportif, il n'y a aucun souci. Donc tu t'adresses à des particuliers, à des entreprises. Qui est-ce qui fait appel en général à tes services ? Soit c'est justement des familles, des particuliers, des gens qui ont pour souhait de découvrir le milieu souterrain et l'activité de la spéléologie, mais ça peut se faire aussi effectivement dans des regroupements d'entreprises, dans les team building, pour des cohésions d'équipe, ou alors de l'ordre de séminaires. Et puis, de façon plus ludique, pour marquer le coup, des enterrements de garçons, de vie de garçons, ou des enterrements de vie de jeunes filles. Et alors, si demain je viens dans ta structure, je n'ai jamais fait de spéléologie, comment ça se passe une sortie spéléo ? Alors, déjà, on prend contact. D'accord. On prend contact, j'explique ce qu'est l'activité, ce qu'on peut rencontrer sous terre, les obstacles qu'on peut franchir en toute sécurité, et par la suite, à la suite d'un rendez-vous fixé, d'une grotte choisie en fonction du souhait de la personne, le matériel est fourni et on va se balader sur une demi-journée, une journée, voire un peu plus. On peut même dormir sous terre sur 2 jours, par exemple, aller un petit peu plus loin pour découvrir les paysages du massif des Bauges. Donc tu parlais tout à l'heure d'une chose qui me paraît intéressante, tu parlais de médiation scientifique et éducative, c'est ça ? Oui. En quoi est-ce que ça consiste ? Qu'est-ce que tu mets derrière ces mots ? Derrière ces mots de médiation, avec un support plutôt pédagogique, il rentre tout un ensemble de concepts qu'on apprend, qu'on transmet aux personnes intéressées. Comment se forment les grottes, comment s'est formée la montagne où se trouvent ces grottes, comment ces grottes évoluent. Qu'est-ce qu'on trouve dans les grottes ? Est-ce qu'on trouve seulement que des concrétions, des stalactites, des stalagmites, ou aussi des animaux ? Est-ce qu'on trouve des plantes sous terre, etc. Et effectivement, on a aussi un volet dans notre activité d'encadrement qui est un volet éducatif. Ce volet éducatif, en fait, il permet à toute personne un petit peu en rupture sociale ou ayant besoin d'un cadre différent pour permettre d'évoluer. On a effectivement un milieu qui s'y prête assez bien, un milieu où il fait noir total, où ce milieu, il y a des consignes bien particulières à ce milieu pour le respecter et respecter aussi son corps, ses camarades. Cette spéléologie qui est aussi un support éducatif permet justement de grandir, d'avoir confiance en soi, de respecter les règles et du coup de faire grandir chaque personne la pratiquant. Donc c'est quelque chose que je trouve intéressant parce qu'on n'imagine pas forcément la pratique spéléologique adaptée aux enfants. Toi, tu es en train de dire que si, tu emmènes des enfants de 3 ans et en plus, il y a un tas de choses à apprendre sur soi et sur son environnement et sur les autres sous terre. Alors, pour revenir à ton lieu de travail, tu travailles dans quel endroit, sur quel secteur ?
Je travaille essentiellement sur le massif des Bauges. Quand je me suis installé il y a quelques années, le massif des Bauges avait réussi et de façon très légitime à avoir ce label qui est le label Géoparc mondial de l'UNESCO. Et ce label a été énoncé dans sa première monture avec un fort volet sur les grottes et les réseaux souterrains qu'on peut trouver sur le massif. Fort de cela, avec un regard aussi sur ce qui se faisait dans cette médiation scientifique et environnementale sur le massif, j'ai décidé de m'installer et de faire découvrir ce massif, non pas en surface, mais sous terre. Et donc il y a des spécificités vraiment propres au massif des Bauges en termes de pratiques spéléologiques ? Alors oui, les massifs où l'on trouve des grottes sont des massifs dits karstiques, le karst, et tout massif karstique a sa particularité. En Vercors, en Chartreuse, en Bauges, en Borne, en Aravis, toutes ces préalpes ont une spécificité. Chez nous, on a ce qu'on appelle, en termes savoyards, les tannes. Les tannes, c'est les gouffres. Et ces tannes, elles ont la particularité de voir leur paysage constitué de longs méandres, ponctués de salles, souvent même concrétionnés, comme le géosite de la salle Phytoja. Et effectivement, le massif des Bauges se prête bien à la spéléologie. Et il y a beaucoup de choses à faire en Bauges, il y a beaucoup de grottes à explorer. Oh là On a dans le massif des Bauges environ 2000 entrées de grottes. On a plus de galeries souterraines que de sentiers balisés en randonnée. On a environ 500 km de galeries souterraines seulement sur le massif des Bauges. Et cela est le fruit des explorations des spéléologues qui font partie du comité départemental de spéléologie de la Savoie et qui, au long des années et des décennies, ont découvert et découvrent encore, même le week-end dernier, des nouvelles galeries et des nouvelles salles. Donc là, on est vraiment encore sur de la découverte de choses qui sont sous nos pieds et qui n'étaient pas connues jusque-là. Alors, comment est-ce que vous êtes organisé en tant que spéléologue ? Tu viens de parler du comité de Savoie, c'est ça, de spéléologie. Il y a des comités nationaux. Comment ça se passe ? Alors effectivement, il y a une fédération française de spéléologie qui est basée à Lyon. Et cette fédération a plusieurs délégations, comme les comités régionaux. On en a en région Rhône-Alpes-Auvergne et un aussi qui est le comité départemental de spéléologie de la Savoie, qui est composé de plusieurs clubs. Et ces clubs, effectivement, ont pour souhait la valorisation et la découverte du massif sur lequel ils sont situés. Moi, j'aimerais bien revenir sur l'aspect karstique. J'ai un peu séché mes cours de géol au lycée. Le karst, c'est une sorte de pierre. C'est quoi ? Alors, non, c'est pas une sorte de pierre, c'est une forme de paysage. Comme on a un paysage de montagne, comme on a un paysage littoral, désertique, etc. Et on a un paysage qui est dit aussi karstique. Et ce paysage karstique, en fait, qui vient du mot Kras en Slovénie, qui est une région de Slovénie qui est un vrai gruyère, et qui a permis de décrire dans un premier temps les objets souterrains. De façon scientifique, ce mot a été vulgarisé et on dit un paysage karstique, un paysage où l'on trouve des grottes. Ce paysage, il peut être formé de plusieurs roches. Ici, dans le massif des Bauges, c'est des roches calcaires surtout, donc des roches qui sont sédimentaires, qui ont plusieurs centaines de millions d'années et qui, au fur des temps géologiques, se sont retrouvées avec la tectonique des plaques en montagne. Et en montagne où les précipitations d'eau sont souvent importantes, de neige aussi, a permis d'éroder cette roche et de créer les galeries souterraines. Et alors, une fois que ces galeries ont été créées, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu parles encore de découverte de nouvelles grottes, ou de nouvelles entrées ou de nouveaux boyaux ? Comment ça se fait que ça a été caché ? Il y a d'autres concrétions qui se sont mises devant, c'est le paysage qui a repris ses droits, comment on en découvre ? Et effectivement, on reste dans un milieu naturel qui évolue. Et ce milieu naturel, il peut soit se reboucher par un apport, par exemple, de roches venues de glaciers, par des sédiments, par un éboulement, par des concrétions, ou simplement parce que l'eau a réussi à passer
mais n'a pas suffisamment agrandi la galerie suffisamment pour que l'homme puisse par la suite passer. Donc il y a des travaux de désobstruction qu'on appelle. On y va simplement avec notre marteau et notre piochon et on va enlever ce sédiment pour pouvoir passer. Et derrière, effectivement, c'est un terrain vierge qu'on découvre, que les spéléologues du comité départemental de spéléologie de Savoie découvrent et vont par la suite descendre galeries puis rivières pour aller au plus profond de la montagne. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose comme une cartographie? Tout à l'heure, tu disais il y a plus de galeries que de sentiers de rando sur le massif des Bauges. Est-ce qu'il y a une cartographie des galeries qui permet aussi de se dire, là, je suis à peu près sûr de trouver une grotte? Est-ce qu'il y a des endroits propices à la découverte d'une grotte où il n'y a pas d'indices et c'est le hasard complet? Alors il y a plein d'indices, même ne serait-ce qu'en surface. En surface, on trouve des objets comme des dolines ou des lapias, qui sont des dalles calcaires qui ont été un petit peu érodées par l'eau. Et ces indices, avec les cartes géologiques, vont nous indiquer des directions préférentielles pour l'écoulement de l'eau. Par la suite, le spéléologue va sur ces zones, découvre de nouvelles galeries, et une exploration n'est validée que si la cartographie de la grotte est réalisée. Et ainsi de suite, d'année en année, les réseaux connectés s'agrandissent. Et on arrive à justement définir la quantité de vide dans un massif karstique. Il y a un endroit où il y a une mise en commun de ces cartographies de toutes ces grottes. C'est comme une carte IGN de rando, il y a des cartes des réseaux souterrains? Alors, il n'y a pas de carte comme on l'entend, comme l'Institut géographique national, mais on a des recueils de topographie. Souvent dites des monographies, c'est-à-dire que c'est un ouvrage par massif karstique. Il y en a un sur le Margeria, il y en a un peu plus loin sur le Granier, il y en a un encore qui est fait très récemment sur Féclarevar et bientôt un qui va être publié, toujours par le comité départemental de spéléologie de la Savoie, sur le massif de Banche-Prépoulin. Ces recueils de topographie qui non seulement rencontre des géométries du milieu souterrain, mais aussi de toute l'histoire spéléologique des découvertes qui se sont réalisées par ces spéléologues du comité départemental de spéléologie de la Savoie. On a un document de synthèse qui permet, nous spéléologues, de après parcourir ces vides. Alors là, tu dis nous spéléologues pour aller parcourir. Est-ce qu'il y a un risque, des précautions particulières? C'est quelque chose où il faut vraiment avoir des connaissances avant de s'engager dans un milieu souterrain? Quels sont les dangers ou les précautions ou les interdits qu'il peut y avoir? Alors, c'est comme tout milieu naturel, il a ses spécificités. On ne va pas dans le désert sans une bouteille d'eau, on ne va pas sous terre sans un casque et un bon éclairage. Et généralement, quand on ne connaît pas le milieu, on s'invite à communiquer et à prendre contact avec justement des encadrants, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, pour justement découvrir ce nouveau milieu. Ces encadrants vont apprendre les spécificités du milieu à la personne qui le souhaite et aussi les spécificités de la progression en spéléologie. Utiliser des techniques particulières, c'est pas des techniques montagne, mais presque, mais c'en est pas de remonter sur corde, de descendre sur corde. Comment on porte un sac dans un méandre, dans une étroiture, dans un laminoir. Et comment on gère aussi notre sac, ce qui est à l'intérieur du sac, nos vivres, notre eau, notre éclairage. Et tout ça, effectivement, ça s'apprend. Pour cela, il y a plusieurs écoles. Il y a soit pour les autodidactes, il y a les livres. Et puis il y a deux écoles, les écoles françaises de spéléologie, gérées par la Fédération française de spéléologie, et des écoles un peu plus typées professionnelles, avec par exemple le Krebs de Vallon-Pont d'Arc. Il y a quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure et qui m'intrigue vraiment, c'est que dans mon imaginaire, alors je suis pas sûre que ce soit l'imaginaire collectif, mais c'est le mien, pour moi le monde souterrain c'est noir, c'est froid et c'est humide, et tu parlais de la vie qu'il pouvait y avoir dessous. On peut trouver des animaux et des plantes sous terre? Alors, oui et non. Dans l'ordre, effectivement, on peut voir des animaux sous terre. L'animal le plus emblématique, c'est la chauve-souris. À notre époque, puisqu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, c'était plutôt l'ours des cavernes. On trouve aussi énormément d'insectes, des crustacés type crevettes dans les rivières, des bactéries,
On trouve une faune vraiment très diversifiée sous terre. Et puis malheureusement, non, on ne trouve pas de plantes. On peut trouver des graines qui ont germé, des petits champignons qui ont réussi malgré tout à pousser, mais le milieu souterrain, effectivement, il fait noir total. D'ailleurs, c'est une expérience là éducative assez intéressante. Ce noir total ne permet pas cette photosynthèse chère aux plantes et celles-ci ne peuvent pas pousser sous terre. Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris aimait un parapluie, aimait un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui. Elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui, boulevard Saint-Marcel, le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après les palabres pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servi de balancier, un vendeur de cravates le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris aimait un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie menait au Père Lachaise une vie de bâton de chaise. Un jour de mauvais temps, un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux, on le laissa pour mort avec le bec dans l'eau, avec le bec dans l'eau. En voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues, c'est la chance qui me sourit, et voilà la chauve-souris. Je le croyais perdu, le manche est revenu, le manche est revenu. Riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine, une chauve-souris aimait un parapluie. Ils allèrent se dire oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie. La chauve-souris de Thomas Fersen, l'un des rares êtres vivants que l'on croisera peut-être au détour de balades spéléo. Et parmi les autres rencontres que vous pourrez faire sous terre, il y a Mathieu Thomas, spéléologue de son état, qui est venu nous parler de son univers souterrain. C'est un milieu qui, contrairement à un milieu sauvage extérieur, on va dire, ne permet pas une autonomie alimentaire ou des choses comme ça. Enfin, c'est assez fabuleux en fait, ça veut dire que tu vas dans un monde qui, a priori, n'est pas fait pour la vie et pour l'homme. Donc, qu'est-ce qui t'attire dans l'aspect spéléologie ? Alors, effectivement, c'est un milieu qui est assez contraignant. Toute sortie est en soi une exploration où il faut emmener un certain nombre de choses pour mener à bien cette exploration. Et le fait de réussir celle-ci, le fait que celle-ci soit ponctuée de paysages fabuleux avec des concrétions sublimes, fines, ciselées, d'une blancheur immaculée, déjà ça c'est une grande satisfaction en soi. Mais encore plus, je pense que c'est l'esprit d'équipe. On ne va pas sous terre tout seul à cause justement des dangers inhérents au milieu et à l'activité.
et on est toujours accompagné. Cette histoire humaine, cette aventure humaine, tous les spéléologues le savent, c'est ce qui donne la richesse à l'activité. C'est-à-dire qu'on est là en communion, tous ensemble, on s'entraide, on s'aide pour justement aller au plus loin de l'exploration et découvrir de nouvelles choses. Donc toi, c'est vraiment ce qui t'attire dans ce milieu souterrain. Ouais, c'est exactement ça. C'est moi, quand j'encadre, quand des personnes me demandent de découvrir le milieu souterrain, je leur fais effectivement découvrir ce qu'ils souhaitent, mais je les amène aussi à réfléchir un petit peu à toute cette entraide qu'il peut avoir pour réaliser leurs rêves. Et alors, quand t'emmènes du public, tu disais tout à l'heure, t'as vraiment toutes sortes de publics en sortie spéléo. La réaction des gens, parce que c'est un monde dont on disait qu'il n'était pas fait pour l'homme, en clair. Quelle sorte de réaction tu peux avoir dans ta profession ? On peut avoir toute réaction. On va de l'émotion craintive, voire maladive, de se retrouver enfermé sous terre, alors que il n'y a absolument aucun danger si on est très bien accompagné. Et chose qui d'ailleurs se comprend très bien et qui est d'ailleurs très vite balayée avec quelques conseils de travail sur soi, dépassement de soi et quelques encouragements. Et jusqu'à l'euphorie complète de jeunes adolescents qui découvrent un monde nouveau et qui veulent justement aller plus loin alors que malheureusement la sortie est finie. Dans ton activité de spéléologue, est-ce qu'il y a une partie qui est consacrée à absolument découvrir des nouvelles grottes ? Est-ce que c'est ça le but ultime d'un spéléologue, ou la simple exploration de ce qui est déjà connu te suffit ? Est-ce qu'il y a une balance entre les deux ? Alors, le plaisir et l'objectif est multiple en fonction de la personne qui pratique l'activité. On a des gens qui ne font que de ce qu'on appelle de la classique. C'est-à-dire, ils font les voies, par exemple, de haute montagne qui ont déjà été ouvertes. C'est une activité en soi qui est très valorisante. On peut visiter des lieux inédits qu'on n'a jamais vus et se faire plaisir ainsi. D'autres spéléologues n'ont pour seul souhait que l'exploration. C'est-à-dire travailler des années et des années sur un trou et au final, au bout d'une dizaine d'années, découvrir la suite et partager cette joie avec les camarades. Moi, mon activité en tant que professionnel de l'activité, de la spéléologie, c'est justement, moi, mon plaisir, je l'ai à faire découvrir tout cela. À faire découvrir et à valoriser l'exploration que font mes camarades et ou tout simplement faire découvrir une activité sportive hors du commun. Si tu devais motiver les auditeurs, je vois qu'il y a de la passion, il y a tout ça. Qu'est-ce qui quel pourrait être le message de dire si venez sous terre, ça vaut vraiment le coup ? Eh ben, c'est un milieu qui est très peu connu, le milieu souterrain. De ce fait, il y a très peu de documentaires dessus et un documentaire, qu'il soit radiophonique comme ici ou télévisuel, ne permet pas d'avoir toutes les émotions que quand on se retrouve vraiment dans ce milieu. Et c'est vraiment une expérience à vivre. C'est vraiment de se retrouver là, un petit peu loin de tout, coupé du monde extérieur. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de portable. On est vraiment dans un milieu très spécifique. Et ce milieu, tout simplement, si on le respecte, il redonne au quintuple toutes ses émotions. Et c'est vraiment une chose magnifique à vivre. Est-ce qu'on pourrait mettre ça en parallèle avec l'émotion qu'on peut observer par rapport à un paysage naturel, l'aspect grandiose d'un paysage de montagne ou des choses comme ça ? Tu pourrais ressentir la même sensation de grandiose, d'absolu et C'est plus intime. C'est pas un paysage qu'on partage, la spéléologie. C'est chaque paysage, chaque personne le voit et le ressent différemment. Des personnes vont être plus attirées par des fines concrétions, même qu'elles soient centimétriques, voire métriques. Il y en a d'autres qui vont préférer se retrouver dans des boyaux un petit peu étroits, d'autres dans des salles immenses. Et ça, c'est différent. C'est-à-dire que chaque émotion est propre à celui qui l'a créée.
Merci beaucoup Mathieu pour ce témoignage. Et je profite de cette émission pour vous signaler que le 1er et 2 octobre, ce sont les journées nationales de la spéléologie et du canyonisme à Saint-François-de-Sales. Les racines du futur. Une émission pour écouter les Bauges. Thank you.